est-ce que la gravité de la maladie justifie effectivement, comme vous l'avez dit, l'hystérie? À mon avis, non. Étant donné que ça va peut-être surprendre ce que je vais dire aujourd'hui, mais ce n'est pas une maladie grave. Et nous recevons à présent le docteur Yves Bensoussan, qui est directeur médical au Bitoire Leumi à Jérusalem, médecin généraliste et spécialiste également en médecine manuelle ostéopathie. On est ravis de l'accueillir. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup. Bienvenue, je vous en prie. Alors vous avez derrière vous l'affreuse couronne, comme on dit, le virus du corona. Et évidemment, vous êtes là pour parler de ce sujet. Alors l'hystérie collective, selon vous, n'est pas justifiée, malgré la recrudescence des malades. Alors, la recrudescence des malades, plus ou moins prévisible après qu'on ait un petit peu ouvert peut-être un peu vite. Bon, c'est difficile de critiquer. La gestion n'est pas simple de ce type de problème. C'est la première fois que ça arrive en Israël et dans le monde contemporain. Il y a eu par le passé d'autres épidémies, mais là, c'est quand même un petit peu particulier. Pour notre génération, c'est la première. Pour notre génération, c'est la première. Alors, est-ce que la gravité de la maladie justifie effectivement, comme vous l'avez dit, l'hystérie? À mon avis, non. Étant donné que ça va peut-être surprendre ce que je vais dire aujourd'hui, mais ce n'est pas une maladie grave. C'est une maladie qui peut être grave chez des personnes qui ont des facteurs de risque importants, des personnes âgées, des personnes obèses, des personnes qui ont un terrain de diabète, de cancer, de maladies cardiovasculaires ou respiratoires. Et c'est ce qu'on voit, la plupart des gens décédés sont des gens très âgés. La moyenne d'âge est au-delà de 80 ans en Israël. Malgré le fait qu'on ait entendu, bien sûr, des cas, mais ce sont des cas isolés, hein, des jeunes de 26 ans, des mamans de 50 ans avec de nombreux enfants. C'est ça qui a un peu marqué Alors, c'est toujours comme ça dans les statistiques. Hein. Les courbes statistiques sont des courbes de Gauss et on trouve toujours des cas de personnes jeunes, d'enfants, d'adultes qui n'avaient rien. C'est ça, mais globalement, ce que l'on peut dire, c'est que je parlais récemment encore avec le directeur adjoint de Shaare Zedek, qui me dit que les personnes qui décèdent actuellement sont des personnes qui ont 85, 88 ans, qui ont des cancers, qui ont des maladies. Alors c'est toujours dramatique, toujours très triste, ça n'empêche pas, mais la plupart des gens qui ont vécu cette maladie, finalement, bon, alors c'est pas une grippe, on peut pas exactement comparer, bien que les symptômes soient voisins. C'est quand même un peu plus long, ça traîne un petit peu plus, on est un peu fatigué après, mais finalement, même s'il est tôt aujourd'hui pour savoir s'il y aura des séquelles à long terme, on parle de séquelles respiratoires parfois. Globalement, on ne peut pas considérer que ce soit une maladie grave. C'est une maladie qui peut être grave, mais qui ne l'est pas sur une grande échelle. C'est intéressant que vous nous parliez des séquelles, parce que pourtant, bien que vous nous dites que ce ne soit pas si grave que ça, l'hôpital Beilinson a décidé de mettre au point en hôpital de jour une consultation justement pour les effets secondaires et les gens qui n'arrivent pas à s'en sortir. Ils sont censés être guéris du coronavirus, mais ils ont tout un tas de pathologies annexes alors qu'ils n'avaient pas de comorbidité. Et donc, on peut comprendre que ça angoisse un peu les Israéliens. Tout à fait. Alors, il se trouve que, étant donné que c'est une maladie inconnue, c'est ça. Donc on a tout à apprendre dessus et c'est difficile dès le départ de tirer des conclusions. Ce qui est certain, un paramètre important à surveiller, c'est le paramètre respiratoire. Dans les premiers signes de la maladie, même chez des personnes qui avaient uniquement de la fièvre et aucun autre symptôme, lorsqu'on faisait des scanners pulmonaires, on trouvait des lésions. Dès le départ. Donc c'est une chose qui est connue aujourd'hui. Le principal problème que l'on suspecte comme effet à long terme sont des problèmes respiratoires. Et des séquelles respiratoires étant donné que c'est une maladie pulmonaire essentiellement, les cicatrices que peut engendrer la maladie peuvent avoir une répercussion sur la fonction respiratoire. Alors, il y a d'autres choses éventuellement, mais l'essentiel, c'est au niveau pulmonaire. Il y a dans des pays comme en France, à Marseille, où ils faisaient systématiquement des scanners pulmonaires à toutes les personnes qui étaient positives, et ils trouvaient, dans la plupart des cas, si ce n'est dans tous les cas, des signes, une imagerie particulière dans les scanners pulmonaires.
Alors, on a vu notre Premier ministre nous dire qu'il fallait apprendre à vivre avec le virus, car tant que nous n'aurons pas de vaccin, eh bien, on ne pourrait pas être tranquille et considérer que ce virus est derrière nous. Où on en est? Est-ce qu'on peut faire un point sur les études médicales? Est-ce qu'on en sait un petit peu plus aujourd'hui? Et pourquoi parle-t-on de nouveau coronavirus? Alors, tous les virus ont une tendance à muter. Et celui-là a déjà muté plusieurs fois, même beaucoup de fois. Et donc, dans les instituts spécialisés de virologie, on suit justement toutes les mutations du virus. C'est vrai que le vaccin, c'est la solution. Hein. Encore que développer un vaccin, c'est très long. Ça n'est pas qu'une question d'argent. C'est ce que tout le monde nous dit. C'est pas qu'une question d'argent. C'est bien de mettre beaucoup d'argent, mais il y a des phases qu'il faut à tout prix respecter. Et de savoir si le vaccin, d'abord, n'entraîne pas d'effets indésirables, s'il permet de développer des anticorps sur le long terme ou pas sur le long terme. On a entendu beaucoup d'annonces dans ce tumulte qu'il y a autour du virus, de laboratoires de tel ou tel endroit qui ont fait une avancée, etc. À mon avis, c'était plus pour des raisons financières ou boursières qu'il y avait ce genre d'annonce, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas tellement plus avancé que ce qu'on était il y a quelques mois. Mais c'est normal, parce que développer un vaccin, c'est toujours très long. Il y a une équipe en Israël qui travaille sur les coronavirus des poulets depuis 4 ans, qui n'a toujours pas réussi à mettre au point un vaccin, puisque le coronavirus touche beaucoup les volailles. Alors faire des essais sur les volailles, c'est quand même un peu plus simple que de les faire sur des êtres humains. Et c'est pas une question de manque de substrat matériel. C'est que c'est compliqué, c'est difficile. Alors le vaccin, c'est vrai que c'est important, mais pour l'instant, c'est pas la solution qui est immédiate. Il y a aujourd'hui suffisamment d'études médicales qui ont été publiées dans beaucoup de pays sur l'utilisation du traitement qui combine l'azithromycine avec l'hydroxychloroquine. Et lorsque ça a été décrié par les États-Unis, dénoncé carrément aux USA. Alors ici, apparemment, ça continue d'être prescrit. Alors, on peut revenir un petit peu sur cette histoire. Ouais. Il y a effectivement eu une étude qui a été faite aux États-Unis sur des patients hospitalisés qui étaient dans un état grave, qui ont montré que le traitement par hydroxychloroquine associé même à l'azithromycine n'avait pas d'effet, mais c'est toujours ce qui a été dit depuis le départ. Exact. Ça veut dire que c'est un traitement qu'il faut donner dès le début, dès qu'on a des personnes symptomatiques. Et ce traitement aujourd'hui, il est prouvé par toutes les études qui ont été faites dans le monde entier qu'il réduit de 50% la durée de la maladie, c'est-à-dire le temps jusqu'auquel on va sortir négatif. Donc c'est quand même très très important, parce que ce temps peut être extrêmement long. Pour mon expérience personnelle, ça a été 49 jours. Vous avez eu le corona vous aussi. Voilà, donc 49 jours avant de devenir négatif, donc c'est quand même un petit peu long. Vous n'avez pas eu d'azithromycine? Alors j'ai pris le traitement très tard, parce que j'ai eu énormément de mal à avoir un examen au départ. D'accord, ça a changé aujourd'hui. Même en étant médecin, même en essayant de faire jouer, il a fallu que j'attende plus de 10 jours avant d'avoir un examen, ce qui était très tard. Après, j'avais déjà plus de fièvre ni rien, donc le traitement n'a pas été extrêmement efficace. Cela dit, d'après les études, la disparition du virus est beaucoup plus rapide avec le traitement que sans traitement, si le traitement est donné immédiatement. Tous les gens aujourd'hui qui sortent de Shaare Zedek sortent avec ce traitement, je peux vous le dire. Les autres hôpitaux, je ne sais pas trop, mais je pense que ça doit être à peu près pareil en Israël, dans les autres hôpitaux. Alors, est-ce que vous pensez que ce qui se passe aujourd'hui, on a vu la mise en quarantaine, on peut dire ça comme ça, de la ville de Beitar Illit, où on sait qu'il y a une forte densité de la population, et on sait que les gens ne vont pas être sortis dans les hôtels comme c'était le cas au début de la crise. Est-ce que vous pensez que ce genre de décision va améliorer la santé de cette population, ou va la mettre plus en danger? Qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire pour essayer d'améliorer cette situation qui panique les Israéliens, parce que de voir cette courbe monter de façon exponentielle, c'est une chose qui panique les esprits. C'est comme ça. Alors, 2 choses. La courbe monte, mais si on regarde bien les chiffres, on n'est pas dans la situation où on était au moment de Pessah, par exemple. Parce qu'au moment de Pessah, on faisait 5000 examens, il y avait 500 positifs.
Aujourd'hui, hier, on a fait 25 000 examens, il y avait 1400 personnes positives. Donc, on n'est pas à 10%, on est à 5%. Alors, c'est beaucoup. Plus on fera d'examens, plus on trouvera de gens positifs. Il y a une étude qui a été faite à Santa Clara, aux États-Unis, au mois d'avril, où ils ont pris dans la ville, au hasard, des gens qui n'avaient aucun symptôme. Et ils ont fait... ils ont trouvé... C'est ça, ils ont pris environ 4000 examens. Ils ont trouvé qu'il y avait entre 4000 personnes, 4 à 5% de gens positifs qui n'ont strictement aucun symptôme, ni fièvre, ni le nez qui coule, ni quoi que ce soit. Alors, si on transpose ici en Israël, on a à peu près plus de 300 000 personnes qui sont positives, ou qui ont été positives, ou qui vont l'être. D'accord ? Donc, c'est à peu près l'évaluation qui est faite dans tous les pays du monde. Alors, maintenant... L'isolement, ça fait partie des traitements pour éviter la contagion. Alors, quand on a du mal à isoler des personnes ou des groupes, alors effectivement, on isole une ville. Bon, c'est ce qui s'est passé dans beaucoup de quartiers de Jérusalem d'ailleurs. Hein. Oui, ça a été, on l'a vécu. Donc, on n'a pas trop d'options. Alors, mais d'un côté, on voit qu'il y a une campagne qui a été lancée, 70 000 tests, pour voir si la population est immunisée, si on a une espèce d'immunisation collective. On a vu que dans d'autres pays, ça n'a pas tellement marché. Je pense surtout à la Suède, je crois en Espagne aussi, ça n'a pas été très positif. Est-ce que vous pensez qu'on va réagir autrement ? Est-ce qu'on a déjà quelques chiffres ou c'est encore trop tôt ? Alors... je ne sais pas d'où est sortie cette hypothèse qu'il fallait 60% de la population qui était en contact avec le virus pour pouvoir s'en séparer. C'est une donnée qui, médicalement parlant, n'est pas tellement claire ni connue. Ok, d'accord, intéressant. Donc, les options qui ont été prises par ces pays-là, que ce soit l'Angleterre, la Suède ou autres, sont une catastrophe. Ils ont un taux de mortalité qui est supérieur de façon extrêmement importante par rapport aux autres pays. Les pays qui ont décidé d'utiliser l'hydroxychloroquine dès le départ, comme le Portugal, l'Algérie ou le Maroc, ont un taux de mortalité beaucoup plus bas que tout le monde. La France, qui n'a rien fait, qui a même enlevé l'hydroxychloroquine des pharmacies, comme ça a été fait en Israël d'ailleurs, s'est retrouvée avec un taux de mortalité phénoménal de plus de 10%. D'accord ? Et donc ici en Israël, on est quand même à 1%. Donc c'est beaucoup, c'est toujours trop, mais les précautions qui ont été prises de mettre les gens en séguerre, en confinement, il n'y a pas grande autre possibilité quand on n'a pas la possibilité de faire énormément de tests et d'isoler efficacement les personnes. Si vous voulez, les options, c'était ça. C'était où on peut faire beaucoup de tests. Et à ce moment-là, on met en confinement les gens positifs. Seulement les gens malades, en fait, c'est ça. Seulement les gens malades et on laisse les autres travailler. Ouais. Soit on n'a pas la possibilité de faire beaucoup de tests, et c'était le cas. Il y avait un manque de matières premières mondiales. D'accord ? Mondial. Tout à fait. Et donc, il était évident qu'il n'y avait pas tellement d'autres solutions que de décider un confinement. Je ne sais pas si aujourd'hui, avec les chiffres, on va y retourner. Ici, j'espère que non. Je pense que ce n'est pas forcément justifié si on arrive, avec le sérieux des gens, de s'isoler et d'accepter de faire des tests. Il y a aussi ce problème, c'est que certains malades ne veulent pas faire de tests pour éviter d'être confinés. Alors, on voit ça, malheureusement. C'est quand même assez difficile. Parce que on peut rendre malades les autres et c'est quand même très problématique. Est-ce que vous pensez que les Israéliens qui sont très forts pour gérer les urgences vont accepter de nouveau de se reconfiner, de se remettre en mode, on va dire... un peu plus light, en mode de fonctionnement un peu réduit? Est-ce que vous pensez Écoutez, moi, je suis quand même surpris, agréablement, de voir finalement comment les gens suivent les recommandations. Alors, on va toujours croiser quelqu'un sans masque ou avec le masque mal mis, etc. Globalement, moi, je dois dire que je prends le tramway. Les gens font attention, les gens ont un masque, dans la rue aussi, au supermarché également. Je suis assez surpris par rapport à ce que... On parle surtout des jeunes, notamment dans les bars, les discothèques, la plage, où là c'était un peu plus c'est vrai que les endroits confinés, où il y a beaucoup de monde, c'est ce qui génère le plus, c'est à mon avis le plus problématique. Et tout ça pour une bonne raison, c'est à cause de la climatisation. La climatisation envoie
les virus à tout le monde. Ça veut dire que dans un endroit confiné, dans un endroit fermé, sans fenêtre, sans aération, comme ici, par exemple. Ici, voilà. Je vais défaillir avec vous. La climatisation, c'est l'ennemi. D'ailleurs, c'est ce qu'on a vu, les salles de concert, la clim les dans bars, un milieu les fermé, pubs, c'est à bannir. L'autobus. Il y a eu, il y a quelques jours, est paru dans la tichorette israélienne. L'autobus, c'était l'endroit où on est le plus contaminé. Bon, maintenant, ils ouvrent les fenêtres, donc c'est beaucoup mieux. Et sans clim. La clim n'est plus autorisée dans les autobus. Voilà. Ce qui va être très compliqué, à mon avis. Ouais. À mon avis, ça va être très compliqué. Mais bon, globalement, moi, je dois dire, je suis assez surpris par rapport à ce que j'entends quand je discute avec des amis ou de la famille en France, où on me dit que les gens ne respectent rien. Est-ce que ça veut dire que ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui va arriver en Europe ? Est-ce que vous pensez que ça va... Il n'y a aucune raison que ça n'arrive pas. Il n'y a aucune raison que ça n'arrive pas, et les prévisions sont très pessimistes. Les prévisions sont très pessimistes. C'est-à-dire, vous avez des chiffres ? Non, ça veut dire qu'ils craignent réellement également une remontée, une flambée, là, maintenant, dans les jours qui viennent et dans les semaines qui viennent. Ils craignent également une flambée. Ici, c'est vrai que ça a été assez surprenant de l'ampleur. Mais pour vous, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, c'est pas pire qu'une pneumonie ou une grippe ? Non, c'est pas pire c'est pas forcément pire qu'une pneumonie. Il y a aujourd'hui moins de décès par le coronavirus que les décès qu'il y a chaque année par la grippe et les pneumonies. Même si là, ça tend un petit peu à se prolonger. Mais globalement, étant donné que cette année, il n'y a pas eu de grippe en Israël, il n'y a pas eu d'épidémie de grippe comme il y a chaque année dans tous les pays, etc. On a été remplacé on a été visité par autre chose. Il n'y a pas davantage de décès. Alors, c'est vrai que ça pose le problème de pourquoi toute cette hystérie, cette peur, etc. Bon, on en a un petit peu parlé, mais bon, je pense qu'on va apprendre un petit peu à vivre avec ça, en espérant que, si Dieu veut, on arrive à s'en séparer le plus rapidement possible. Bon, bien écoutez, un discours optimiste sur cette épidémie, c'est pas une opinion qui est partagée par tout le monde, mais en tout cas, c'était intéressant de vous entendre. Merci beaucoup, docteur Yves Bensoussan. À très bientôt. À bientôt, merci, au revoir.